Ok, et c'est parti. Alors avant les vacances de tout ça, on avait commencé cet exercice-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un lustre ici qui était relié à un cascadeur par une corde. Et le lustre, il est en train de tomber et mon cascadeur, donc, il est en train de monter. On avait résolu la dynamique de ça et trouvé la réponse à ces deux questions qui sont de la dynamique, c'est-à-dire quelle est l'accélération et quelles sont les forces. Ça, je vous laisse là, je vous le remontrerai après, mais donc on avait séparé ça en deux systèmes, le lustre et le bonhomme, ici. On avait même noté les forces, écrit les équations, selon Y dans le système 1, selon Y dans le système 2. Et puis on avait réfléchi un petit peu de se dire, tiens, ok, j'ai la même tension dans la corde des deux côtés, c'était mes liens ici, et j'ai la même accélération des deux côtés. Ensuite, on avait fait un peu de maths pour trouver ici l'accélération de 2,04 mètres par seconde carré. Et on avait aussi trouvé, tant qu'à faire, la tension. Ça, c'est où on était arrivé dans un premier exercice de dynamique. Et mon but, c'était que, en arrivant aujourd'hui, la dynamique, ça vous ressemble de nouveau relativement frais, d'où ce qu'on vous a demandé de préparer pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien continuer à faire de la dynamique, mais avant ça, on va terminer l'exercice. Et la deuxième partie de l'exercice, en fait, c'est de la cinématique. La cinématique, rappelez-vous, c'est l'étude du mouvement. Et donc ici, maintenant qu'on a trouvé l'accélération, donc la dynamique, c'est tout ce qui sera force et accélération, eh ben, on va s'intéresser à quel est le temps pour monter, pour descendre, jusqu'où est-ce que mon cascadeur monte, etc. Sachant que le but ici, rappelez-vous, c'est de savoir est-ce que mon cascadeur il va monter assez haut pour venir ici sur le bord, ou est-ce qu'en fait il va s'arrêter là et jamais réussir à monter et juste se planter lamentablement au sol. Donc la première question, c'est j'ai mon lustre qui est ici. On a vu qu'il avait une accélération de 2,04 mètres par seconde au carré. Et on vous demande le temps qu'il met pour arriver ici au sol. Donc je vais recopier ça dans un autre slide. Donc je cherche le temps de chute du lustre. Sachant que mon lustre, on avait trouvé qu'il avait une accélération de 2,04 mètres par seconde au carré. Et on cherche le temps pour qu'il atteigne le sol. Est-ce que quelqu'un saurait me rappeler, alors comme d'habitude, hein, ouvrez vos micros, parlez, interrompez-moi, pour dire que mon lustre vienne toucher le sol. Comment est-ce que je peux résoudre ça? Qu'est-ce que je pourrais faire en premier lieu ou quoi? Mettre 1 mètre par seconde, 1 mètre en mètre par seconde, il faut. Enfin, faut enlever le carré. Alors ça, non, c'est juste les unités de l'accélération. 2 Ah, mètres par seconde au carré, c'est juste ces unités. Ça veut dire que chaque seconde, ta vitesse augmente de 2,04 mètres par seconde. mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire la vitesse. Ici, j'aimerais bien trouver le temps de chute. Quel est le temps que je mets pour descendre en bas? On fait 9 divisé par 2,4 et on va dire. Ah non. On utilise une des formules cinématiques. Enfin, Ouais, soit la accélération, soit la vitesse, soit la position. c'est Enfin, ça. je sais pas c'est laquelle. Mais... Bah, on va déjà écrire ça. Donc j'aurai l'accélération qui vaut 2,04 mètres par seconde au carré, la vitesse et la position au cours du temps. Alors avant d'écrire ça, il faut que je mette quoi sur mon schéma? Une échelle. Une Un échelle, mais repère de. surtout, voilà, Un un repère. système d'axes. Et alors,
mon système d'axe, lequel est-ce que je mets? Dans quel sens et quelle est l'origine? Mettre l'origine au sol. On peut mettre l'origine au sol. Ça, c'est Alors, 0. ça, c'est important que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas qu'un seul bon choix, mais qu'il faut faire un choix à un moment. C'est pour ça que je voulais chaque fois le faire, le choix. Et donc ici, je suis en 0. Et Y, je le mets vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Voilà, ça c'est un choix. Tout est possible, hein. Moi, habituellement, je mets Y vers le haut, mais tout est impossible. Ça vous va, ça, comme système d'axe? Moi, ça. Si vous Oh, regardez ce que j'ai fait dans d'autres groupes, vous verrez que j'ai eu plusieurs systèmes d'axe en fonction du groupe. attendez, Y il descend vers le bas, monsieur. C'est ce que vous m'avez demandé de faire. Pourquoi pas. Faudra juste Ah. faire attention de ne pas se planter. Mais J'ai rien dit, monsieur. C'est Hatim qui a dit Y en Ouais, haut. c'est ça, quoi. Ah, moi, j'ai rien dit, monsieur. Ça, Moi je non plus, t'aime, moi. monsieur, on n'a rien dit, nous. Ouais, toi, tu t'aimes. Et t'as demandé de... bah écoutez, on va le faire vers le bas une fois pour s'entraîner. Ok. Mon accélération, elle va dans quel sens? Vers le positif, alors. Ouais, c'est ça. Là, on va dans le sens de Y, donc mon accélération est positive. Donc ici, j'ai bien A qui est égal, alors je vais l'écrire pour que ce soit bien clair, à plus 2,04. D'accord? Ok. Je vous conseille, de chaque fois que vous faites ce genre d'exercice, de réécrire les formules. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la formule de la vitesse quand on a une accélération? Monsieur, ça va faire une semaine que j'étais à la maison. C'est Doucement. la vitesse initiale fois... Enfin, plus l'accélération, plus le temps. C'est ça. Hop, V0 plus 7. C'est quoi la vitesse initiale de mon lustre? C'est 0, il bougeait pas avant que... C'est ça. Il vient de commencer à descendre, donc c'est 0. C'est quoi l'accélération? Il y en a pas aussi, non? Ou on met les deux, 2,04. Ouais, 2,04. on vient de noter qu'il y avait une accélération là, Ah. donc il y a une accélération. En fait, ici, c'est exactement comme une chute libre. C'est comme si je lâchais un objet, sauf que au lieu de descendre à 9,81 mètres par seconde au carré, bah, comme il est retenu un peu par mon bonhomme ici, bah, il va descendre moins vite. C'est comme si je chutais, mais en étant un peu retenu. D'accord? Monsieur, d'où il sort le zéro? J'ai pas suivi celui-là. C'est la La vitesse vitesse initiale. initiale. Ah, ok. C'est la vitesse qu'a mon lustre au tout début du mouvement. Et ben, au tout début du mouvement, mon lustre, il était immobile. Alors la position maintenant. C'est quoi la formule de la position? Position initiale, plus la vitesse initiale fois le temps, plus un demi, accélération, et le temps au carré. Ouais. Et j'aime bien comme tu le dis, la position initiale, la vitesse initiale. On peut dire Y0, V0, mais c'est vraiment ce que ça représente. C'est la position au Mm. début, etc. Ici, quelle est la position au début? Et là, il faut faire attention. Donc, quelle est la position ici? Moins 9. Moins 9, exactement. Donc là, ça dépend de votre système d'axe. Le plus important, c'est d'être capable, en fonction de votre choix de système d'axe, de bien choisir et de bien repérer à quoi ça correspond. Si j'avais mis mon système d'axe comme ceci, si là je suis en 0, bah là vous voyez que je suis en train de monter mon système d'axe de par là, donc là je serai par exemple en 1, en 2, etc. Et donc là je suis en 9. Ici on a mis le système dans l'autre sens, donc si je suis en 0 ici, comme je vais dans l'autre sens, ça veut dire que je vais en moins 1, en moins 2, et là je suis en moins 9. C'est important parce que dans ce cas-ci, A il vaut moins 2,04, puisque A va vers le bas et mon axe va vers le haut. Dans ce cas-ci, A va dans le même sens et il vaut 2,04. Donc vous voyez ici, si j'ai plus là, je dois avoir moins là. Et si j'ai moins ici, je dois avoir plus ici. Donc le choix du système d'axe, il n'est pas important, mais ce qui est important, c'est d'être cohérent tout du long. Et donc en fonction de ce que vous choisissez, faites bien attention à aller jusqu'au bout et pas à changer tout d'un coup et dire ah bah l'accélération, je mets mon système d'axe vers le bas donc elle est positive et puis quand vous cherchez les positions, tout d'un coup ça devient 9. C'est clair ça? J'ai pas très bien compris. Si la droite Y, la flèche elle va vers le haut, comment ça se fait que
L'accélération est négative. Donc, ici, ça veut dire, avec ce système-là, celui-ci, ça veut dire que quand tu vas vers le haut, tu es positif. Du coup, ici, comme ton lustre, il descend, il a une accélération qui va vers le bas, comme il est attiré vers le bas. Et comme tu vas dans le sens opposé à Y, ça veut dire que tu vas être négatif quand tu projettes ça selon X. C'est clair ou Ah oui, c'est clair. super. Voilà, donc faites bien attention. Moi, mon conseil pour vous, mais c'est vous qui voyez, c'est de travailler le plus souvent possible comme ceci. Comme ça, vous prenez un réflexe que quand c'est vers le bas, c'est moins, quand c'est vers le haut, c'est plus. Mais il y aura des cas où c'est plus facile d'inverser les axes et vous devez être capable de voir dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut que je vous montre les deux cas. Mais si vous êtes vraiment perdu avec ça, je vous conseille d'employer ce système-là un maximum de fois. Sauf quand on a des plans inclinés. Là, c'est toujours mieux de prendre quelque chose qui va selon le plan incliné. Par exemple, comme ceci. Ok. Du coup, on peut compléter mon équation ici. C'est donc quoi la position initiale selon Y? On dit moins 9. Moins 9, Moins 9. La vitesse initiale. 0. 0. Et ici, on avait l'accélération fois t carré. Ça, ce sont ce qu'on appelle les équations du mouvement. Et c'est assez simple. Dès que vous faites une question de cinématique, d'office, vous en aurez besoin. Donc, vous pouvez vraiment prendre le réflexe de toujours commencer vos exercices de cinématique de la même façon. Je dessine un système d'axe avec un repère en choisissant une origine. Et puis, j'écris l'accélération, la vitesse, la position. Quand on décrit le mouvement de quelqu'un, il faut savoir où il est, à quelle vitesse il bouge et comment sa vitesse change. Sa position, sa vitesse, son accélération. Et maintenant, on peut répondre aux questions. Ici, on cherche le temps pour arriver en bas. Et là, comme je vous avais dit, quand on cherche quelque chose comme ça de précis, il faut se poser la question, ok, quand on est en bas, est-ce qu'on connaît des choses? Est-ce qu'on connaît par exemple la vitesse qu'on a en bas? Ouais, Va de 0. 0. Alors, chaque fois là, faites bien attention. Quand je dis la vitesse qu'on a en bas, il faut imaginer la vitesse avec laquelle on va toucher le sol. Pas la vitesse une fois qu'on est tranquillement posé au sol, mais juste avant de toucher le sol. Vous connaissez cette vitesse-là? Ah non, on la connaît pas du coup. On la connaît pas. D'accord, il faut vraiment imaginer, c'est comme quand je disais, ah oui, c'est vraiment juste avant de toucher le sol, si vous voulez, à un milliardième de seconde. Est-ce qu'on connaît par contre la position? Ouais, on peut la connaître. C'est ça. En fait, ici, je vais écrire la position, donc ça c'est Y, hein, mais je vais dire la position à un moment particulier. C'est au moment où je suis en bas. Vous voyez, T chute, c'est le temps de chute du lustre. C'est-à-dire, c'est le temps que met mon lustre pour descendre. Et donc, s'il faut 3 secondes, imaginons, pour descendre, bah, ma position de mon lustre après 3 secondes, c'est quoi? La même vitesse, non, monsieur? La position, juste la position. Si je vous demande quand mon lustre... On va le faire autrement. Hop. Mon lustre, il est là au début. 3 fois 2,4, non? 2,4. Quand mon lustre est en bas, il est où sur mon schéma? Je devrais le dessiner comment? Tout Il droit? va Vers le toucher bas? le sol. Il sera au sol. Ouais. Donc là, il est en position 0. 0. Vous connaissez la position du lustre en bas. C'est 0. Il est tout en bas. Oui, non? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça veut dire que je savais aussi que y de t, c'est égal à tout ceci.
Donc y de TCH, c'est égal à moins 9 plus 1 demi fois 2,04. Et là, j'avais T et T. Bah, maintenant, j'ai TCH, donc ce sera TCH au carré. Donc ceci, en fait, il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on a écrit. Y de T, c'est la position au cours du temps. Par exemple, Y de 0, c'est égal à moins 9 plus 1 demi fois 2,04 fois 0 au carré. Vous voyez, j'ai recopié cette équation-ci en remplaçant T par 0. Et donc, au temps 0, au début, en fait, ma position est de moins 9. Bah oui, c'est là le temps 0, c'est quand on est en haut. Et puis, je pourrais trouver, après une seconde, où est-ce que je me trouve? Après une seconde, je me trouve en moins 9 plus 1 demi fois 2,04 fois 1 au carré. Alors ça fait environ moins 8 à la grosse touche. Et puis après 2 secondes, où est-ce que je me trouve? Alors ce sera moins 9 plus 1 demi fois 2,04 fois 2, etc. Ça, ce serait si on connaissait les temps, après une seconde, après 2 secondes. Mais là, maintenant, on fait l'inverse. On dit, je cherche le moment spécial, que j'appelle le temps de chute, où je sais que ceci, ça va me donner 0. Je sais que ce sera le temps pour lequel je suis tout en bas. Et donc là, c'est la même chose. Ce sera un temps spécifique qui vaut moins 9, plus 1 demi fois 2,04, fois ce temps spécial. Et on va résoudre cette équation-là pour trouver c'est quoi ce temps spécial où on est arrivé en bas. C'est clair ça? Oui. Ok, on va résoudre ça. Donc ici, je peux faire passer le moins 9 de l'autre côté, ça fait 9. Égale 1 demi fois 2,04, ça fait 1,02 fois TCH au carré. Ça va, j'ai juste réécrit. Alors ça, c'est une parenthèse. J'ai juste réécrit cette équation-là. Et j'ai donc que TCH, c'est égal à la racine de 9 divisé par 1,02, ce qui fait 2,94, je pense. Je vais vite le taper à la calculette. 2,97. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ceci ou Ah, pas? monsieur, vous pouvez pas expliquer avec le 0 est égal, parce que j'ai pas compris. Cette partie-là? Ouais, cette partie-là, j'ai pas compris, monsieur. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour cette partie-là? Ou pas? Ouais, j'ai compris cette partie-là. Ok. Alors, ici, si tu veux, j'ai écrit YTCH de deux manières. YTCH, c'est la position 0. Parce qu'on sait bien que c'est après le temps de chute, je serai en position 0. C'est ce que j'ai vu via mon schéma. Maintenant, je peux aussi écrire Y de t grâce à ceci. Et tu vois, si à la place d'écrire t, j'écris TCH, à la place d'avoir t ici, j'ai TCH ici. Et donc ça, c'est ce que j'ai écrit là. Ah, d'accord, ça va, j'ai compris. Si tu veux, j'ai écrit YTCH, je l'ai écrit de deux façons. En fait, je connais le résultat du calcul, c'est 0. Mais je peux aussi écrire le calcul qu'il faudrait que je fasse pour le trouver. C'est moins 9 plus 1 demi fois 2,04 fois TCH au carré. C'est un peu... Je vais prendre je vais prendre un mauvais exemple, mais je vais prendre un exemple quand même. C'est un peu comme si tu disais, tiens, j'avais 20 € dans mon portefeuille et j'ai payé un truc à un ami, je sais plus quoi, mais je sais bien que mes sous, maintenant, c'est plus que 10 €. Tu sais ça. Tu as regardé, tes sous, c'est 10 €. C'est un peu comme si j'avais écrit mes sous maintenant, c'est 10 €. Alors, tu pourrais trouver combien est-ce que j'ai dépensé. Alors, tu peux aussi dire que mes sous maintenant,
c'était mes sous avant moins la dépense, tu vois? Ah ouais, je vois. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici. On sait mes sous avant, bah, mes sous à ce moment-là, je sais bien, c'est 0. Et ça, c'est comment ça évolue. Ah bah, ici, c'est mes sous avant, c'était 10. Et ça, c'est comment ça évolue. Et là, tu pourrais dire, bah, je vais mettre les deux ensemble. J'ai 10 euros maintenant. Avant, j'avais 20 euros. Et donc, je peux trouver quelle est ma dépense grâce à cette équation-là. Tu vois? Ça, c'est ce que je connais. Ça, c'est comment ça évolue. Bah, ici, c'est pareil. Ça, c'est ce que je connais. Ça, c'est comment ça évolue. Et donc, je peux trouver le temps qu'il a fallu pour arriver à ce 0. Comme là, je trouvais la dépense qu'il fallait pour arriver à ce 10. C'est clair ou Là, c'est pas clair? j'ai compris ça. Ouais. Ok, super. C'est important parce que la cinématique, en fait, c'est vraiment tout le temps la même chose une fois qu'on a compris. Tant qu'on n'a pas compris, ça a l'air d'être un peu de la magie noire, mais après, c'est tout le temps, j'écris l'accélération, la vitesse, la position, et puis on connaît certaines choses. Ah, ma position en bas, c'est 0. Du coup, je vais trouver le temps pour arriver là-bas. Puis dans le tir parabolique, ma vitesse en haut, c'est 0. Du coup, je vais trouver le temps pour avoir telle vitesse, etc. Ok, donc ici, j'ai trouvé une première réponse. Mon temps de chute, c'est 2,97 secondes. Ça, c'était la question C. Donc, si j'ai compris, monsieur, c'est le lustre qui tombe en 2,97 secondes. Oui, il met 2,97 secondes pour tomber en bas. Il va vite. Bah, il doit faire 9 mètres. Ça va vite. Et encore, là, tu vois qu'il est ralenti. Typiquement, à la très grosse louche, si il n'était pas ralenti, il tomberait en 1,5 seconde, quelque chose comme ça. Monsieur, comment Ouais, il, en 1 seconde. Ouais. il a été ralenti par l'homme. C'est Par d'accord. l'homme. C'est ça. Tu vois, normalement, l'accélération de quelque chose qui tombe, ça devrait être 10. Et ici, on a quelque chose de 5 fois plus petit. Ah, mais ça, on n'a pas calculé cette donnée. Le 2,04, Oui. vous l'aviez calculé avant tout ça, Ah, ouais, ouais, avec tout ceci. Tu vois, tu te souviens, on avait fait les deux systèmes, la tension, le poids, oui. toute la dynamique pour trouver ici l'accélération. Ok, maintenant, on vous demande, c'est la question D. Quand le lustre touche le sol, il touche le sol après combien de temps? Même 3 secondes presque. Voilà. Ici, quand on dit le lustre touche le sol, ça veut dire après 2,97 secondes. D'accord? Donc ça, il faut bien faire chaque fois. Vous aurez ça pas mal dans les exercices cinématiques. On vous parle de situation. Le lustre qui touche le sol, c'est une situation. À vous de le convertir. Ah bah oui, mais ça, c'est le temps qu'on vient de trouver. C'est 2,97 secondes. Donc après 2,97 secondes, quelle est la vitesse, mais pas du lustre, mais du cascadeur? C'est la même chose, mais à l'inverse, non, monsieur? Parce que si il descend à une vitesse, il remonte à une autre vitesse, non? C'est pareil. C'est ça. Les deux, ils sont liés par une corde. Donc s'il y en a un qui descend, l'autre monte de la même façon, la même accélération, la même vitesse. Et donc, c'est quoi la formule de la vitesse de manière générale? C'est pas V0 plus AT. Si, c'est tout le temps la même chose, hein, ce sera toujours la même réponse. Maintenant, vous voulez choisir quoi comme système d'axe? Parce que maintenant, on s'intéresse plus au lustre, on va s'intéresser au cascadeur. Qu'est-ce qu'on choisit comme système d'axe? Dans quel sens? Quelle origine? J'ai le normal, enfin celui de base. Les Y vers le haut et les X vers la droite. Et le Y, il sera au niveau de la taille de mon cascadeur. Ouais. Du- Comme ça? Non, non, plus. Ah ouais, c'est la même chose. Donc, ouais, 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 pour tous nos exercices de cinématique,
sauf si on vous le demande spécifiquement de dire regardez les mains du cascadeur à telle hauteur ou quoi, mais si on vous le dit pas, prenez chaque fois les pieds, sachant qu'en fait, ça voudra juste dire qu'en gros, si on trouve une valeur, ben, ce sera la valeur des pieds du cascadeur et pas de sa taille ni rien. Ben, comme on vous a pas donné sa taille, enfin peut-être qu'il fait 1m70, mais peut-être qu'en fait c'est un nain qui fait 1 mètre, on vous l'a pas dit, donc partons des pieds. Au moins, ça dépend pas de la taille, les pieds. Donc, si dans les autres exercices, pardon, on ne dit rien, on doit prendre de la taille, c'est ça? Non, non, non. Si on vous dit rien, prenez toujours qu'il est au niveau du sol. D'accord. Si jamais on vous demande, par exemple, c'est déjà arrivé l'année passée, j'avais posé un exercice comme ça avec quelqu'un qui tire avec un fusil. Bah là, je vous avais dit, le fusil, il se trouve à 1 mètre du sol, par exemple. Bah alors là, vous devez bien partir de 1 mètre du sol, parce que le fusil, il est à 1 mètre du sol pour la trajectoire de la balle. Tu vois, la position initiale, elle était là, et elle n'est pas là. Ok, ok. Par contre, ici, pour un cascadeur, il faut juste être conscient qu'on va suivre ses pieds, en fait. Et donc, typiquement, si on trouve une hauteur de 10 mètres tout pile, ça veut dire que ses pieds sont à 10 mètres. Donc, c'est bien, en fait. Par contre, si on suivait la hauteur de sa tête, si sa tête arrive à 10 mètres, c'est pas la même chose. Donc, il faut juste être conscient de ce qu'on a fait comme choix. Mais je vous conseille de choisir les pieds parce qu'ici, on ne connaît pas la taille du bonhomme. On ne sait pas où se trouve sa tête, on ne sait pas où se trouve son centre de gravité, alors que ses pieds, on sait où ils se trouvent, au sol. Toujours partir de ce qu'on connaît, en fait. C'est clair ou j'ai juste réussi à vous perdre? Non, c'est bon. Ok, du coup, que vaut la vitesse initiale de mon cascadeur? ? 2,0 quelque chose, je sais plus c'était combien. Vu que Pourquoi? c'est la corde qui le tient, c'est partout pareil. S'il descend à une vitesse, qu'il remonte à une autre vitesse, pareil. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais pourquoi 2,04 pour la vitesse? Je sais plus c'était combien exactement. C'est pour ça que j'ai dit 2, je sais pas combien. Ok, 2,04. ici, on parle bien de la vitesse initiale, hein. Ah, Donc, initial, 0, ouais, non? 0, voilà. Au début, il est à l'arrêt. Par contre, ce que tu disais, c'est qu'il a bien une accélération de 2,04. Mais en fait, quand vous avez dit la dernière fois dans le cours, monsieur, c'est que on prend une seconde juste avant qu'il monte, non? Pas une seconde, un milliardième de seconde. Il vient de décoller du sol. Donc là, il a déjà une vitesse, non? De 0,0000001, si tu veux. Ok, d'accord. On regarde vraiment. En fait, ce que je veux juste que vous compreniez, c'est qu'à ce moment-là, il est plus posé sur le sol. Il vient de décoller. C'est important pour les forces, par exemple. Toi, c'est important que mon cascadeur, quand il est tiré par la corde, la seule force sur lui, c'est la tension et son poids. Allez pas me rajouter une normale du sol. Parce qu'il est plus posé sur le sol. Il vient de décoller, tiré par la corde. Donc on considère toujours les moments juste après. C'est comme mon lustre, en fait, il était tenu juste avant. Mais là, on vient de considérer le moment où on vient juste de couper la corde. Où mon lustre va juste commencer à descendre. Ok, du coup, comment est-ce que je trouve ma vitesse après 2,97 secondes? On remplace le T par... C'est ça, ma vitesse après 2,97 secondes, c'est égal à 2,04 fois 2,97. Et ça fait 6,06, je pense, mais je vais le taper à la calculette. C'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette partie-là? Attendez, monsieur, celui-là, j'ai pas compris, s'il vous plaît. Vous pouvez juste expliquer comment vous avez fait? Juste cette ligne-là ou d'autres choses Ouais, avant? juste cette ligne-là, juste celle-là. Ce qu'on vient de trouver, c'est la vitesse au cours du temps.
Donc ça, c'est comme tantôt. Ta vitesse au cours du temps, ça veut dire quoi quand tu écris cette formule-là? Ça veut dire que tu peux connaître la vitesse après 0 secondes. Tu remplaces t par 0. Donc après 0 secondes, au début, en fait, ta vitesse est 0 mètres par seconde. Tu pourrais la trouver après 1 seconde. Ce serait 2,04 fois 1. Tu pourrais trouver ta vitesse après 2 secondes. Ce serait 2,04 fois 2, Ah, d'accord. etc. Remplacé par le temps de chute, c'est ça? Et là, voilà, là, on te demande la vitesse une fois que ton lustre vient de s'écraser au sol. Ok, c'est bon, c'est clair. Merci, Dans monsieur. les... Voilà. C'est pour ça ici, vous voyez, on essaie toujours d'aider un peu. C'est pour ça que juste, on aurait pu vous demander tout de suite quelle est la vitesse du bonhomme quand le lustre est au sol. Mais pour vous guider, on vous a d'abord demandé trouver le temps que met le lustre pour descendre. Et maintenant qu'on connaît ce temps, quelle est la vitesse du cascadeur au même temps? Alors la dernière question. Mon cascadeur, il est en train de monter. La question c'est jusque où est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va s'arrêter ici? Ou est-ce qu'il va monter jusque là? Ou est-ce qu'il va se prendre le plafond? On prend Qu'est-ce les, qui va se passer? on prend les pieds du cascadeur, on fait 9 mètres de plus. On prend les pieds du cascadeur. Tu veux dire qu'il est là? Ouais, En 9 vu qu'on mètres. a pris la taille de là. Ok. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, pour le E, on cherche en fait quelle est la hauteur max. Jusqu'où au maximum va monter mon cascadeur. C'est-à-dire qu'après, il va redescendre. C'est 9 mètres et des poussières, non? Bon, on va calculer ces poussières et tu verras qu'elles ne seront pas si petites. Ah, Donc ici, on va regarder les équations du mouvement. Mais votre cascadeur, est-ce qu'il va avoir le même mouvement pendant que le lustre descend et une fois que le lustre est au sol? Est-ce que ce sera la même chose ou pas? ah, il y aurait une petite poussée en plus quand le lustre il touche à ce moment, juste au moment qu'il touche le sol. Qu'est-ce que tu veux dire par il y aura une poussée en plus? C'est comme zéro gravité. C'est un moment où il va. Je sais pas comment l'expliquer, monsieur. Eh ben, justement, il y aura encore de la gravité. En fait, ce qui va se passer, Il y a un arc de cercle qui va se former, comme s'il tombait, quoi. Il sera exactement, projeté vers le haut de quelques, je sais pas, mètres peut-être. voilà. En fait, la première partie du mouvement, c'était une partie avec une accélération de 2,04 mètres par seconde comme ceci. Cette partie, elle dure jusqu'à arriver à 9 mètres. Pourquoi? Ça, c'est le moment où votre lustre, pas moins de 9 mètres, hein, mais jusqu'à arriver à 9 mètres. Ça, c'est le moment où votre lustre tombe au sol. Donc au début, j'ai mon lustre là-haut, avec mon cascadeur là. Et puis mon lustre commence à descendre et donc mon cascadeur commence à monter. Jusqu'à arriver au moment où le lustre touche le sol. Mais à ce moment-là, une fois que le lustre touche le sol, la corde, elle va plus être tendue. Elle va faire un truc comme ça. Vous voyez, elle va plus commencer à descendre. Et donc la corde, comme elle est plus tendue, elle ne va plus tirer mon bonhomme. Et donc ça, c'est la deuxième partie du mouvement. Ici, c'est quoi les forces sur mon bonhomme dans ce cas-là? C'est la tension de la corde. Bah, justement, la corde, elle est plus en tension, tu vois? Tu vois qu'elle elle est plus tendue, elle est toute molle, elle est en train de tomber au sol. Son... Juste la gravité qui l'attire vers le bas. Voilà. À ce moment-là, oups, pardon. Ici, on avait le poids et la tension dans la corde, mais ici, il n'y a plus que le poids. Là, la corde, elle est toute molle, et donc elle ne sert plus à rien. Le cascadeur pourrait la lâcher, en fait. C'est clair, ça, pour tout le monde ou pas? Oui, oui. Ouais.
Du coup, si c'est clair, que vaut l'accélération? Monsieur, j'ai une question. Oui. Juste là, pour la D, on avait trouvé 6,06 mètres par seconde. Oui. L'accélération avec laquelle il monte. Ça, c'est Donc, pas c'est la même. l'accélération, hein. Ah, Ça, c'est c'est pour la la vitesse. vitesse. Ça, c'est la Ouais. vitesse une fois qu'il est là. Oui. Donc, pour le lustre, c'est la même chose ou pas? Et c'est donc la vitesse à laquelle le lustre touche le sol, en fait. Le C'est lustre, il vient identique alors. s'écraser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est identique, c'est aussi Ouais, 6,06. c'est ça. Le lustre, il Ah, touche ok. le sol à 6,06 mètres par seconde. Ok, qu'est-ce que j'écris quand je cherche les équations du mouvement? C'est quoi les trois choses que je cherche dans les équations du mouvement? Il n'y a pas une vitesse emmagasinée du corps, monsieur. Si, on va y arriver très bientôt. Donc les équations du mouvement, qu'est-ce que je dois écrire pour les équations du mouvement? Qu'est-ce que je cherche comme variable? La tension de la corde. Alors tension, c'est une force, donc ça c'est tout ce qui est dans dynamique. Le mouvement, qu'est-ce qui caractérise le mouvement de quelqu'un? Sa position, Sa position et quoi d'autre? sa vitesse Et quoi d'autre? et son accélération. Voilà, toujours la même chose. Donc ici, quand j'ai les équations du C'est les mouvement, je suis trois. intéressé par l'accélération de mon bonhomme, par sa vitesse et par sa position. C'est quoi l'accélération de mon bonhomme ici? Une fois que le lustre est au sol, hein. Donc on est dans cette deuxième partie-là où la tension est toute molle. Une accélération constante. Oui, Ça va être la même accélération, non? Enfin, avec celle qui est partie. pourquoi? Je sais pas. Parce que la Le- corde n'est pas retendue, monsieur. Ouais, Parce que la corde, il va rechuter, quoi. Il va retomber à cause de son poids, mais dès qu'il est retendu, ça va et être donc pas. chuter à cause de son poids. Quand on chute à cause de son poids, on chute à quelle accélération? À l'accélération de 10 mètres par seconde au carré. C'est ça. Ici, on est À la en chute libre gravité. de nouveau. En soi, ici, Ok. si je fais la somme des forces égale ma, dans ce cas-là, bah, mes forces, c'est juste le poids, donc c'est mg égale ma. Et donc, vous voyez, j'ai mon accélération, c'est juste petit g. Alors, il y a juste une erreur dans ce que j'ai écrit là. Laquelle? Un vecteur, il n'y a pas une flèche vers le haut. Alors, bah, c'est à moitié la bonne réponse. Justement, A, c'est un vecteur, donc il faut faire attention à son sens. Et mon accélération, là, vous voyez, mon système d'axe ici, il est choisi vers le haut. Je vais être attiré vers le haut ou vers le bas? Ah, c'est moi. C'est parce qu'on va. Ah. Voilà, Attendez, je n'ai pas compris la question, monsieur. Est-ce qu'on va atterrir quoi? là, ma question, c'est une fois que le lustre est tombé, est-ce que je vais avoir une accélération vers le bas, quelque chose qui va me tirer vers le bas, ou est-ce que je vais avoir une accélération vers le haut? Et ici, la gravité, elle tire sur moi vers le bas. C'est d'ailleurs pour ça que dans le mouvement de mon bonhomme, il va faire quelque chose du style, il monte et puis il redescend. Et comme tu l'as dit, dans toute cette partie-là, il est tiré vers le haut par le lustre, et toute cette partie-ci, c'est la gravité qui le fait décélérer. Vous voyez ici, sa vitesse, elle augmente, puis là, sa vitesse, elle commence à diminuer. Et puis, elle va arriver ici à 0. Et puis, ici, hop, on va repartir vers le bas. C'est un peu, si je fais un graphe de la vitesse, j'aurai quelque chose comme ça. Ma vitesse au début, elle monte, et puis elle descend. Ouais, c'est un peu trop pentu. Ça, c'est le temps, et ça, c'est ma vitesse. Et au début, je suis à 0, puis je suis tiré ici par le lustre, et le lustre, il me tire vers le haut, donc ma vitesse, elle va vers le haut, puis ici, je suis tiré par la gravité. Et là, je suis en haut.
Ok, c'est quoi l'équation générale pour la vitesse? Vitesse initiale plus accélération fois le temps. Voilà, ça changera jamais. C'est quoi la vitesse initiale? Elle est de Zéro. 0, enfin juste avant qu'il part. Alors ici, il faut faire attention. Donc là, on regarde bien le mouvement une fois que le lustre est au sol. Et donc Ah. quand le lustre est au sol, je suis ici. Et quand je suis là, quelle est ma vitesse? On l'avait trouvé C'est la vitesse 6,06. qu'on a trouvée, ouais. Pour le- Voilà. Et donc, je sais plus qui le disait tantôt, qui parlait de la vitesse qu'on avait. Donc, il faut pas mélanger vitesse et accélération. L'accélération, c'est comment va changer ma vitesse, c'est lié aux forces. Et donc, quand on est arrivé là, mon lustre ne tire plus sur moi. Il est arrivé en bas, il va plus descendre, il va plus tirer sur moi. Et donc, la seule chose qui tire sur moi, c'est la gravité, avec une accélération de moins 10 mètres par seconde au carré. Par contre, de fait, quand on regarde les équations du mouvement, j'arrive pas là à l'arrêt. J'arrive là-bas déjà avec une vitesse initiale de 6,06 mètres par seconde. Et cette vitesse, elle va changer comment? Il y a ici ce terme plus AT qui va être de moins 10 fois T. Ça va ça pour tout le monde? Monsieur, le T, c'est le temps. Oui. Mais on connaît le temps. Le temps de quoi? Ben, quand le lustre est au sol, le bonhomme il est à 9 mètres. Et on avait trouvé c'était 2,97 secondes, non? Oui, dans d'autres équations. Alors ici, il faut bien revoir ce qu'on appelle le temps. Ici, on a décidé que quand on est là, on est au temps 0. Ça, c'est le début de mon deuxième mouvement. Tu vois, j'ai vraiment séparé en deux parties. Il y a la première partie où je suis tiré par le lustre. On disait que le temps 0, il était là. Ici, on considère que le temps 0, c'est quand on est en haut. Et donc, tu n'as pas une équation qui décrit les deux cas. Tu as une première équation avec un temps qui vaut 0 pour la première partie du mouvement, où tu te fais tirer par le lustre. Et puis, tu as une deuxième équation pour la deuxième partie du mouvement, où tu te fais tirer par la gravité. Ça va? Donc, ton 2,97, en fait, il agit ici. C'est comme ça que tu as trouvé ce 6,06 mètres. C'est parce que tu as été Ok. accéléré pendant 2,97 secondes par la corde. Ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, ça va, monsieur. Ça va. Ok, alors la position au cours du temps. C'est quoi la formule? Position initiale plus vitesse initiale fois le temps plus 1,5 accélération T au carré. Ok, du coup ici, dans ce cas-ci, une fois que le lustre est au sol, c'est quoi ma position initiale de ce nouveau mouvement? 9. Et je vous écoute. Ouais, la vitesse, c'est celle qu'on a trouvée. Du coup, c'est 6,06 fois le temps plus 1,5 10 fois T au carré. Voilà, moins 10. Ah, moins Mais 10 fois sinon, T. c'est Ouais. parfait. Ah bah, je vais juste la réécrire en un tout petit peu plus court. Monsieur, pourquoi vous avez mis moins 10 entre parenthèses? Parce que 5 moins 10, ça fait moins 5. Mais 5 moins 10, ça fait moins 50. T'as répondu à ta question ou Ah, c'est ok. trop? Ça va? Donc, si je mets pas entre parenthèses, normalement, ça... Alors bon, parfois, il y a des gens, je sais bien que M. Van Larbeek fait ça, moi j'aime pas trop, mais qui écrivent ça comme ça. 5 fois moins 10. Mais normalement, tu peux pas vraiment écrire ça. Normalement, tu es vraiment obligé de mettre des parenthèses pour bien spécifier que c'est une multiplication.
Ceci sont les équations du mouvement. Donc, vous voyez qu'en physique, ça va pas changer, hein. On va toujours décomposer un maximum de choses. Mais c'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça que le MRUA, ça marche très bien. Ici, j'ai pas un mouvement avec une accélération uniforme. Au début, j'ai une accélération de 2,04 mètres par seconde au carré. Après, j'ai une accélération de 10 mètres par seconde au carré, même de moins 10 mètres par seconde au carré. Donc, c'est des accélérations différentes. Donc, j'ai pas un mouvement à accélération constante. Mais si je décompose ça en deux parties, j'ai deux parties à accélération constante. Et c'est souvent ce qu'on peut faire en fait dans la vie. On peut décomposer nos problèmes en plusieurs petites parties qu'on sait résoudre chacun séparément. Si on reprenait tantôt avec les systèmes, ici vous voyez je faisais des liens, j'avais mon système 1, mon système 2, bah, je pourrais entre guillemets dire que j'ai la même chose ici. J'ai mon mouvement 1 qui est ici, là mon bonhomme qui monte. J'ai mon mouvement 2 qui est ici, mon bonhomme qui monte mais qui est tiré par la gravité. Et le lien, c'est quoi? Ben, c'est que ma position initiale et ma vitesse initiale, elles ont été définies par le premier mouvement. Mon deuxième mouvement, il commence après un certain moment qui a été donné ici après 9 mètres, après 6,06 mètres par seconde. Ok, je vais réécrire ça dans le slide après. Non, j'ai pas gardé de place pour ça. Moi, je vais en rajouter du coup. J'arrive. Je sais pas si vous allez continuer à voir l'écran. Non. Hop. Voilà, j'ai juste rajouté un slide. Donc, on a trouvé que A, c'est égal à moins 10 mètres par seconde au carré. On a trouvé que la vitesse au cours du temps, c'était 6,06 moins 10 t. Et on a trouvé que la position au cours du temps, on partait de 9 mètres. On avait une vitesse initiale de 0,06 t, puis moins 5 t carré. Moi, je cherche, rappelez-vous, donc je vais remettre mon petit système d'axes. J'étais, on va faire ça comme ça, avec un système d'axes comme ceci vertical, Y, en disant, là je suis en 9 mètres, là je suis en 0 mètres, et je cherche ici pour l'instant la hauteur max, où va monter mon bonhomme. C'est-à-dire mon bonhomme, il va faire quoi? Il va faire un saut comme ça, et puis il va redescendre. Donc je cherche ici quelle est cette hauteur max. Pourquoi je cherche ça? Parce que si cette hauteur max, elle est plus petite que cette hauteur-là de 10 mètres, ben c'est que je ne vais pas réussir ma cascade. Si elle est plus grande, c'est que je vais la réussir. Et donc là, encore une fois, je cherche quelque chose d'un peu particulier. Je cherche qu'est-ce que je connais en hauteur max? Ben, je ne connais pas la hauteur, puisque c'est ce que je cherche. Du coup, qu'est-ce que je peux connaître d'autre? Si je ne connais pas la hauteur, c'est que je ne connais pas la position. Donc je connais la vitesse. Et je vais appeler ça Tmax. Tmax, c'est le temps pour arriver en Hmax. Sachant, attention, que là, je regarde le deuxième mouvement. Et donc, en fait, je pars d'ici. Ça, c'est mon temps égale 0. Et ici, je serai au temps max. D'accord? Donc, j'ai pris 2,90 secondes pour arriver là-haut. Ben, je vais encore prendre ici T max pour arriver en haut. C'est clair ça ou pas? Oui. Ok, du coup, qu'est-ce que je connais tout en haut? L'accélération, non. Alors, l'accélération, elle sera la même partout. Donc, oui. Elle Ah, vaut moins 10 mètres. la vitesse aussi, du coup, sera la même. Pourquoi ce serait la même? La vitesse. Ah, parce que, enfin, Monsieur, il Ah, y a rien qui, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a rien qui change en fait. Il garde Alors, toujours sa vitesse, non? tu n'as pas ta vitesse. Regarde ici, tu as une accélération. Tu vois que ta vitesse, elle descend avec le temps. Après une seconde, elle va faire moins 10. Après 2 secondes, elle va faire moins 20. Après 3 secondes, moins 30. Ah, ok, je vois. Ouais.
Sinon, on garde le même calcul, mais avec le poids du bonhomme. Et on n'a plus d'accélération quand le lustre il est tout en bas, quoi. Ok, mais là, tu parles de tout en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout... Enfin, mon bonhomme, quand il est tout en haut de sa trajectoire, c'est quoi sa vitesse? Elle sera nulle. Elle sera nulle, exactement. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. Là, il n'y a pas de vraiment meilleure explication que ça. En fait, ici, regarde, si tu as une vitesse comme ceci, quelque chose qui était là, bah, il va monter vers le haut. Tu vois, il a une vitesse vers le haut. Si tu as une vitesse comme ceci, bah, ça veut dire qu'il est tiré vers le bas. Enfin, ça veut dire qu'il a une vitesse vers le bas, donc il va descendre. Et donc, quand tu regardes un mouvement comme ça, ici, ça veut dire que ta vitesse, elle va vers le haut, elle va vers le haut, elle va vers le haut, et puis qu'à un moment, ta vitesse, elle va vers le bas. Mais pour passer à un cas où ta vitesse est vers le haut, à un cas où ta vitesse est vers le bas, il y a un moment où ta vitesse, elle vaut 0. Toi, imaginons ici ta vitesse, elle vaut 5, 4, 3, 2, 1, et puis là, elle vaut moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça veut dire que ici, à un moment pour passer 5, 4, 3, 2, 1 à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, tu as dû passer par une vitesse nulle. C'est comme si on était à 0G, non, monsieur? Alors, 0G, c'est un terme d'accélération. Ouais, Donc parce ici, que l'accélération, elle est constante tout le temps. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, tu vois ici, tu as des grandes vitesses, 5, 4, 3. Donc ça se passe très vite. C'est un peu comme si tu étais catapulté, ça part très vite, tu as l'impression que tu fais très très vite tes premiers mètres. Alors que quand tu es en haut, comme ça, quand tu es catapulté, ta vitesse est petite. Elle vaut 0 ou 1 mètre ou moins 1 mètre par seconde. Et donc, tu as cette sensation d'apesanteur qui n'est pas due au G sur toi, pas due à ton accélération, mais due au fait que tout d'un coup, alors que tout se passait vite avant, tu viens d'être catapulté et tout, bah tout d'un coup, en haut, tu as un peu le temps de voir ce qui se passe. d'accord, ok. Et donc, ici, en fait, c'est vraiment l'effet de la gravité. Tu avais une vitesse qui était positive, 6,06, et la gravité, elle veut diminuer cette vitesse. Donc, elle la diminue à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, à 0. Et puis, en fait, elle continue à la diminuer. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mais moins 1, c'est pas une vitesse plus petite que 0, c'est une vitesse dans un autre sens. Et donc, ta vitesse, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Donc, ta vitesse, elle diminue. Et puis, à un moment, elle vaut 0. Et puis, elle l'augmente, mais dans l'autre sens. Exactement pour le tir, la même chose pour le tir parabolique qu'on avait fait au tout début. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde ou pas? Oui. En haut d'un mouvement, la vitesse vaut toujours 0. Parce que si elle était positive, on ne serait pas en haut, je continuerais à monter. Et si elle était négative, bah, je ne serais pas en haut parce que je serais en train de descendre. Vous voyez ça? Si je vous dis, là je suis au sommet, et je vous dis ma vitesse elle vaut 3 mètres par seconde vers le haut. Bah alors vous n'êtes pas au sommet parce que si votre vitesse est vers le haut, ben après vous allez être plus haut. Si je vous avais dit, je suis au sommet, ma vitesse elle vaut moins 3. Bah là ça veut dire que ok, après vous allez descendre, mais peut-être qu'avant j'étais plus haut. Alors que si je vous dis que ma vitesse elle est de 0, ça veut dire que avant, bah, j'étais au même endroit, quoi, dans le pire des cas. Et si j'avais une vitesse positive avant, ça veut dire que j'avais fait ça. Si j'avais une vitesse négative avant, ça veut dire que j'aurais fait ça. Allez, on avance. Donc ma vitesse quand je suis tout en haut, ça vaut 0. C'est quelque chose que vous pouvez retenir sinon si vous avez vraiment du mal à le voir, mais quand je suis tout en haut d'une trajectoire, ma vitesse vaut 0. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça m'a servi à quoi d'écrire ça? On s'est trouvé le temps avec la formule tout en haut, avec 6,06 t. Exactement. On a cette formule-là.
Et donc, on peut dire que ça, c'est égal à 6,06 moins 10. Mais cette fois-ci, c'est pas le temps que je regarde, c'est le temps max. Et donc, je peux résoudre cette équation-là. Ça me fait 6,06 égale 10 fois T max. Et donc, le temps que je mets pour arriver en haut, c'est 0,61, j'ai arrondi secondes. Alors là, il faut bien être précis et bien se rendre compte de ce qu'on a fait. Il ne me faut pas 0,61 secondes pour partir de tout en bas et arriver tout en haut. D'accord? C'est ici que ça vaut 0,61 secondes. Donc au total, il me faut 3 secondes et demie en gros. 3 secondes et demie pour arriver en haut. J'ai 3 secondes où je suis tiré comme ça par le lustre. Et puis j'ai une demi-seconde en apesanteur, ou enfin comme vous le dites, hein, où je monte comme ça vers le haut, et puis je redescends. Ça m'a servi à quoi de trouver ce temps max? Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps max maintenant, sachant que je cherche la hauteur max? On s'est trouvé la position maintenant. Avec le, C'est ça. enfin, on remplace. La position à ce temps-là, bah, je suis en Hmax en fait. Mais ma position quand je suis en Tmax, je suis ici, en Hmax. Et donc ça vaut quoi? On avait trouvé que ça valait, grâce à mon équation qui est ici, 9 plus 6,06 fois Tmax, moins 5 fois Tmax au carré. Et donc je peux remplacer ça par des valeurs, hein. Hmax, c'est égal à 9 plus 6,06 fois 0,61 moins 5 fois 0,61 au carré. Est-ce que ça va ça ou pas? Ah, puis c'est clair. Monsieur, à partir de T max, moi je suis perdu. Hein. À partir de là? Oui, exactement, monsieur. Ok, bah, je peux pas le réexpliquer 500 fois parce qu'il faut avancer un moment, surtout que c'est de la vieille matière. En gros, ici, c'est tu cherches la position à laquelle tu es tout en haut. Il te faudra bien un temps pour arriver jusque là-bas. Donc, d'abord, je donne juste des petits noms. Je dis tout en haut, c'est ce que j'appelle la hauteur max. Et le temps pour arriver là-bas, c'est le temps max. J'aurais pu appeler ça le temps 1, le temps X, le temps bonjour. Je l'ai appelé, bah, c'est le temps max, c'est le temps pour arriver en haut, pour arriver au maximum. Et puis là, tu dois te dire, ok, mais en haut, qu'est-ce que je sais? Bah, tu sais deux choses. Ma position en haut, c'est la hauteur max. Et tu savais que la position autour du cran, ouais, je C'est peux bon, c'est m'arrêter là? clair. Ah, ok, Oui, c'est clair, merci. ok. Bah voilà, bah alors ici on a fini. On a trouvé que la hauteur max, c'était 10,84 mètres. Ça veut dire que votre cascadeur, ses pieds vont arriver 80 cm au-dessus du bord. Et donc la cascade, d'après vous, possible, pas possible? Là. Ouais, la cascade devrait bien se passer. En soi, il arrive peut-être un peu haut, hein, il tombe quand même 80 cm de haut et tout, mais ça lui permet d'avoir un peu de jeu si jamais il y a un petit problème ou quoi, sans monter non plus. Imaginons qu'on ait trouvé 20 mètres. Ça veut dire que mon cascadeur devrait lâcher avant la corde. Ici, ce qui est cool, c'est qu'il ne doit pas lâcher la corde, parce que la corde, elle se lâche toute seule, si vous voyez ce que je veux dire. À un moment, le lustre tombe sur le sol, et donc la corde n'a plus d'effet. Alors que si le lustre était mis à 15 mètres de haut, bah, ce serait au cascadeur de lâcher la corde au bon endroit pour pas arriver
trop vite et pas être catapulté littéralement dans le plafond, quoi. Et donc ici, il doit juste s'accrocher sur une cascade facile en fait. Il se laisse accrocher et puis à un moment, quand il arrive à une vitesse de 0, bah, il doit juste retomber sur le bord. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être calculé, hein. Avant de faire une cascade dans un film, il y a des gens qui vont regarder si les cascades sont faisables, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre spectaculaires, tout bon. Avec tout ce qui est effets spéciaux, c'est de moins en moins vrai. C'est plus des gens qui vont faire des simulations, mais c'est intéressant de ne pas juste se dire ah ok, ben là j'ai un lustre, on va tester une cascade, on verra bien si ça passe ou pas. Premièrement, ça coûte cher de faire une cascade qu'il faut relancer. Deuxièmement, bon, il peut y avoir des morts, etc. Donc ça vaut la peine de regarder un peu ce qui va se passer. Alors ils font des calculs plus précis et surtout ils mettent des marges d'erreur pour être sûr, hein. C'est typiquement ce genre de calcul qu'il y a moyen de faire, qui sont assez simples, pour savoir est-ce que mon lustre, s'il est à 9 mètres, ça passe, ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre à 10 mètres ou à 20 mètres. Voilà. Vous voyez aussi qu'ici, quelque chose d'intéressant, c'est que la masse du cascadeur, elle ne joue pas dans la deuxième partie, mais par contre, elle joue dans la première partie. Bon, ça date un petit peu, mais on avait trouvé ça pour l'accélération, et on voyait que l'accélération, elle dépendait de la masse du lustre et de la masse du cascadeur. Et donc, il va falloir adapter ça en fonction de si vous avez un cascadeur qui pèse 70 kg ou 120 kg ou 400 kg, si on lui met de l'équipement dessus ou pas. Voilà. Ok. Qui conclut l'exercice sur le lustre. Ok, je le répète, ça, on pourrait vous donner ça comme exercice à l'examen. C'est parfait pour entraîner tout. On pourrait vous dire d'abord, le lustre, il est attaché au mur. S'il est attaché au mur, ça veut dire qu'il ne bouge pas, on est en statique. Ce serait la question 1, statique. On pourrait vous demander, tiens, quelle est la tension dans la corde, etc. Et puis on pourrait dire, ok, on coupe la corde ici, et mon cascadeur va commencer à monter. On serait donc exercice 2, en dynamique. Et puis exercice 3, on passe en cinématique. C'est-à-dire, maintenant qu'on a trouvé les forces avec lesquelles mon cascadeur part, avec quelle accélération il part, on va trouver un peu le temps qu'il lui faut pour monter, etc. Ça, c'est quelque chose que M. Van Larbeek adore faire aux examens, c'est poser une situation et faire plein d'exercices dessus. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui se passe dans la vie, hein. Très souvent, on a une situation statique, votre voiture elle est à l'arrêt, et puis on démarre le moteur, on avance, on est en dynamique, et puis une fois qu'on a réussi à avancer, on se pose un peu la question, tiens, il me faut combien de temps pour arriver chez ma grand-mère? Bon, avec le Covid, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais combien de temps il me faut pour y arriver? Ben, ça, c'est de la cinématique. J'aimerais bien juste vous prévenir déjà que si jamais on pose un exercice qu'on appelle comme ça en tiroir, ça veut dire que pour trouver la question, pour répondre à la question 3, il faut avoir répondu à la question 2. Bah, c'est un peu moche pour vous. Si vous ratez la question 2, vous n'arriverez jamais à faire la 3. Du coup, pour ça, aux examens, parfois on vous mettra, si vous n'avez pas trouvé à la question 2, donc par exemple ici, imaginons que vous n'avez pas trouvé l'accélération de mon cascadeur, on vous dira prenez A égale 7 mètres par seconde au carré. Là, il faut bien vous rendre compte, bon, on en reparlera quand on sera plus proche de l'examen, mais si on vous dit ça, ça ne veut pas dire que la réponse c'est 7. Vous voyez qu'ici, la réponse, c'était 2,04. Mais c'est juste pour vous dire, imaginons que vous êtes nul en dynamique, vous n'avez pas réussi à faire l'exercice de dynamique, mais vous êtes un king en cinématique. Bah, ce serait trop moche que vous ne puissiez pas faire cette question de cinématique parce que vous êtes bloqué en dynamique. Et donc on vous dit, si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, oubliez ça et faites l'exercice de cinématique comme si on vous disait l'accélération vaut 7 mètres par seconde au carré. Point. Et vous ne posez pas de questions, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même valeur. Et si vous avez trouvé vous votre propre valeur, bah, lancez-vous. Mais c'est juste pour vous donner une valeur pour vous permettre de vous lancer.
Et si, monsieur, par exemple, je fais le 2, mais que j'ai des doutes que ce soit vrai ou pas, je peux quand même utiliser la 7 et que Tu peux après, si employer le 2 celle il que est tu veux. juste. Ouais, tu peux employer celle que tu veux. Soit celle qu'on Ok. te donne, soit la tienne. Maintenant, même si la tienne n'est pas bonne, nous, ce qu'on compte, c'est les formules, tu vois. Mhm. Si ici, tu vois, regarde, ça, c'est le résultat final, où le 9, c'était la position, et le 1,02, qui est ici, c'était l'accélération divisée par 2. Bah, nous, on se rendra bien compte si ici, au lieu d'avoir 9 divisé par 1,02, si jamais tu as 9 divisé par 3,74, j'invente, hein, bah, on aura bien compris que tu as réussi à faire l'exercice, c'est juste que ton accélération n'est pas bonne. Ah, ouais, je vois. Ouais. C'est donc restez jamais bloqué, restez vraiment jamais bloqué. En fait, c'est parce qu'on sait bien que vous aimez bien les valeurs, mais moi, ça me dérange vraiment pas que vous écriviez ici juste A divisé par 2, en fait, hein. C'est pareil. Ah, ouais. Donc, ça, j'insiste vraiment, j'y réinsisterai plus tard, mais si à un moment vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour faire le C ou le D ou le E, ben, écrivez quand même au moins les équations ou inventez une valeur au hasard, c'est pas grave. Mais montrez-nous que vous arrivez à faire la suite. Vous voyez, c'est comme ici. Là, il y a plein de points à gagner, par exemple, pour dire, hop, pas ici, pardon. Il y a plein de points à gagner pour dire déjà, si vous m'écrivez à l'examen que en haut, la vitesse vaut 0, ben, il y aura déjà des points pour ça. Peu importe que vous n'ayez pas trouvé le 6,06, il y aura des points, bon, il y aura des points pour ça, il y aura des points pour ça. Monsieur, Et, si on écrit les formules à l'avance, c'est bon aussi, non? oui, bon, maintenant, souvent, on donne des points pour savoir employer les formules. Donc, typiquement, je vous donne pas de points pour ça tout seul. Je vous donne plutôt des points pour ça, tu vois. Parce que connaître la formule V0 plus AT, c'est bien, mais être capable dans la situation de dire c'est quoi V0, c'est quoi c'est A, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Maintenant, typiquement, habituellement, ce que je fais, c'est dans un exercice, ces trois choses-là, c'est un demi-point, et ça, c'est un autre demi-point, tu vois. Donc un demi-point pour la formule, un demi-point pour savoir employer la formule. Maintenant, bon, ça dépend de la taille de l'exercice, hein. Parfois, c'est un point, etc. Ça va? Oui. Et donc, c'est vraiment important. Souvent, je trouve ça très ralent. Vous perdez beaucoup de points parce que vous répondez pas du tout à une question. Et rappelez-vous, il y a quand même chaque année, statistiquement, ça doit arriver, des étudiants qui ratent avec 9 ou 9,5. Et on a cherché partout dans leur copie si on pouvait pas leur trouver des points, mais si vous répondez rien, on peut pas vous trouver de points. Alors que s'il y a un exercice de cinématique que vous n'avez pas résolu, mais il y a déjà ces équations-là dont je parlais, bah, ça veut déjà dire, ah, bah, il a déjà compris que c'était la cinématique, il connaît les formules du MRUA, bon, il n'a pas réussi à aller plus loin, mais peut-être que vous allez avoir 1 sur 5 à la question. Alors c'est peu, mais il faut voir sur l'ensemble de l'examen. 1 sur 5, c'est peut-être ce qui vous fait passer de 9,5 à 10, et c'est une grosse, grosse, grosse différence, quoi. Donc, restez jamais bloqué, toujours essayer d'en faire un maximum, et pas être bloqué en disant, ah, j'ai pas réussi à faire le A, donc je regarde même pas le B. Peut-être que le B, c'est une question toute simple, hein. Ça va? Bon, avançons. Ici, on a fait donc un exercice de dynamique la fois passée, et là, on a fait la cinématique. C'était aussi une occasion de faire un peu des rappels. C'est pour ça que parfois j'avance vite dans les chapitres, hein, parce que plus on va avancer, plus on va faire des exercices qui reprennent un peu tout. Maintenant, on va revenir à la dynamique, mais de la dynamique qu'on appelle de rotation, c'est-à-dire avec des poulies qui tournent. Donc ici, on va le faire ensemble. Ce qu'on vous dit, c'est que pour descendre au fond d'un puits, on a un aventurier, on reste dans les aventuriers, qui s'accroche à une poulie. Alors, je vais vous le dessiner. Il y a plusieurs dessins possibles, hein. Moi, je vais vous le dessiner comme ça. J'ai une poulie avec une corde à laquelle est attaché mon aventurier.
Mon aventurier, il pèse, il a une masse de 70 kg. La masse de ma poulie, c'est 1860 kg. Et son rayon, le rayon de ma poulie, c'est 1 mètre. Monsieur, ça c'est l'énoncé. Oui, c'est juste ce qui est écrit là. Alors, vous voyez que dans l'exercice précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait deux petites poulies là. Et on avait dit, ouais, elles sont toutes petites, elles sont négligeables. Alors, on verra ça plus tard, mais négligeable, ça veut dire que leur masse est toute petite. Ici, le lustre faisait 120 kg, ben, si les poulies font 1 kg, c'est tout petit comparé à 120. Ici, vous voyez que ma poulie, elle fait 1860 kg. Vous pouvez évidemment pas du tout dire qu'elle est négligeable. C'est une énorme poulie. Elle fait 1 mètre de rayon, un truc de 2 mètres de diamètre. Vous tendez les deux bras, vous avez vos 2 mètres. Donc là, vous pouvez pas dire, ah, la poulie, je la néglige. Elle est vraiment cruciale. Sachant ça, la question A, c'est quelle est l'accélération de l'aventurier? Comment est-ce que je peux trouver l'accel de l'aventurier? On sait la faire avec la formule l'accélération tangentielle, non? Ça va jouer. Ici, si je vous dis qu'on est en dynamique, qu'est-ce qu'on fait en dynamique toujours? On commence toujours par quoi? Par mettre les forces. Par mettre les forces. En fait, en dynamique, si vous vous souvenez, on avait somme des forces égale ma. Et la somme des moments de force égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Ça, c'est la dynamique. Et donc, quand on cherche l'accélération d'un objet, on va faire de la dynamique. Et donc, on va regarder les forces. Ici, quelles sont les forces qui s'exercent sur mes objets? Comment est-ce que je mets des forces sur les... Par exemple, sur mon bonhomme, qu'est-ce qu'il y a comme force sur mon bonhomme? Il y a le poids. Il y a le poids. Il y a le poids, je vais appeler ça PM. C'est le poids de la masse petit m de mon petit bonhomme. Il y a quoi d'autre dessus? Il y a T. Il n'y a pas la norme, né? N. Alors, pour répondre à la première chose que quelqu'un dit, il y a la tension de la corde qui tient vers le haut. Et il n'y a pas de norme, il est dans le vide. Le sol, il est quelque part ici. Et donc là, il est en train de descendre. La normale, c'est quand il y a vraiment une réaction d'appui. Quand je suis appuyé sur un mur, sur une autre bille, sur le sol. Ici, je suis appuyé sur rien du tout, il est dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Les frottements avec la poulie. Ouais. Alors ici, on va supposer que la poulie, elle est sans frottement. Pour l'instant. On verra plus tard comment gérer les frottements, mais pour l'instant, on va considérer que ma poulie, elle tourne parfaitement, il n'y a pas de frottement. Mais qu'est-ce qu'il y a comme force sur ma poulie? La force centripète. Alors, la force centripète, c'est une résultante de force chaque fois, qui explique pourquoi les choses tournent et tout, mais c'est pas une force à proprement parler. Donc, on va pas l'écrire. Votre poulie, vous êtes d'accord qu'elle a une masse? Oui. Donc, elle a un poids. Ok. Et votre poulie,
Vous n'avez pas l'impression qu'elle est tirée par quelque chose? Ah, par la corde. Enfin, Voilà. par le poids de. Mon bonhomme, il va tirer sur la poulie. Et ici, j'écris tout de suite, vous voyez, j'ai employé T dans les deux cas. La manière dont la poulie tire sur mon bonhomme et la manière dont mon bonhomme tire sur la poulie, par action-réaction, c'est la même chose. Mm. Alors là, si vous regardez les forces sur ma poulie, j'ai que des forces vers le bas. Ça veut dire que ma poulie, elle devrait tomber. D'accord? Si je dessine ça juste comme ça. Il y a l'accélération, non? Enfin, vu que la poulie, elle tourne. Ouais, elle a une accélération angulaire. Mais là, si on regarde juste les forces pour l'instant comme ça, juste les mettre sans regarder encore les accélérations, ma poulie, là, elle devrait tomber. Elle n'est pas Ah, accrochée à un mur, au plafond, un truc comme ça. Voilà, elle doit être accrochée. Et ici, on va parler de palier. Est-ce que vous voyez ce que c'est un palier? Quand vous avez un axe qui tourne sur lui-même, par exemple, ça pourrait être un axe de transmission, quoi. Ici, vous imaginez que c'est juste une barre, hein. Ben, il faut bien quelque chose qui permette de tenir cet axe. Par exemple, ici, j'ai ma poulie, et elle a son axe qui tourne, mais il faut quelque chose qui le tienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle un palier. Sur l'image précédente, je l'ai mis. Vous voyez, ici, vous avez l'axe en gris, là. Et les paliers, c'est ce qui est en bleu ici. Vous voyez ça? Et donc, ce qu'on appelle un palier, ici, toc, tout ça. Ce qu'on appelle un palier, c'est quelque chose qui permet de tenir un axe de rotation, de guider. C'est typiquement ce qui va tenir ma poulie, en fait. C'est ce qui tient l'axe de la poulie. Ici, on dit qu'elle est posée sur un palier. Elle pourrait être liée à une corde. Il y a plusieurs manières de la poser, mais très souvent, c'est mis sous un palier. Donc, je vais le dessiner grossièrement, mais ici, ma poulie, elle est tenue en son centre par un palier. Ce palier, c'est un appui. Et donc, ça veut dire qu'il va créer une réaction pour permettre à la poulie de tenir. Imaginons que ma poulie, elle soit comme ça. Si je la poussais vers la droite, vers la gauche, pardon, mon palier la bloquerait ici et il aurait une réaction vers la droite. Bah ici, qu'est-ce qui se passe? Je la tire vers le bas. En plus, il y a son poids qui le tire vers le bas et donc j'ai une réaction vers le haut. Et donc ici, j'ai une réaction N du palier sur la poulie. Ça veut Donc, juste dire qu'elle est tenue en son axe. Oui? donc vous voyez le palier que vous avez montré là. Oui. Genre, on met la poulie avec. Genre, Oui, si tu veux, si on prenait ma poulie de profil, donc regarde, là ma poulie est de face, là je vais la prendre de profil. Tu vois qu'elle ressemble à ça de profil? oui, oui. Et donc il y a son axe qui passe ici. Et ben cet axe, il est entouré par un palier. Ici, il y a un palier qui tient cet axe-là. Et ce palier, il est par exemple posé, je sais pas moi, sur le sol ou quoi. Ah, ok. C'est vraiment comme si tu imagines que tu tiens... si tu prends une roue de vélo, par exemple, tu peux la tenir par son axe. Si tu la tiens, toi, en tes mains par ton axe, ben, les paliers, c'est tes mains, si tu veux. C'est toi qui tiens la roue, qui l'empêche de tomber et de bouger. Sinon, en pratique, elle est posée sur le vélo et puis elle est bloquée avec des écrous. Et donc, c'est ça qui fait le palier. Donc, le palier, c'est juste ce qui permet à l'axe de rester stable, de ne pas commencer à bouger de gauche à droite. Mon axe, il est bien stable, ce qui permet qu'il va juste tourner, en fait, et pas commencer à monter, descendre. Et c'est quelque chose d'assez important, parce que si le palier et l'axe sont pas aux bonnes dimensions, on va avoir du jeu. Et au lieu d'avoir quelque chose qui tourne parfaitement, ça va commencer à monter, à descendre. C'est ce qui se passe quand une roue est voilée, par exemple. Enfin, il y a... bon, le voile, c'est plutôt lié au coup dans la roue, mais s'il y a un problème à l'axe, votre roue va ressembler à rien. Une année à vélo, j'ai complètement démoli l'axe de ma roue. Et alors, ça va te donner des sensations très bizarres, parce que ma roue
ne roulait pas parfaitement en fait. Je montais et descendais sur mon vélo constamment. Est-ce que ça va ici pour les forces? Ça, c'est en fait de la statique, hein. Être capable de mettre les forces, c'est vraiment très très important. Vous remarquez que j'ai choisi 2 couleurs. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi j'ai choisi 2 couleurs? Deux systèmes différents. C'est ça. Le premier système, ce sont les forces sur la poulie. Et le deuxième système, c'est tout ce qui est le cascadeur. Et quand on a 2 systèmes, j'ai des liens entre les deux. Et j'ai déjà écrit que pour l'instant, je sais que la tension dans le système 1 est égale à la tension dans le système 2. C'est la même corde et elle est complètement négligeable. Par action-réaction, c'est la même tension. À votre avis, quel sera l'autre lien entre le système 1 et le système 2? L'accélération. L'accélération, c'est à moitié bon. Alors, on va un peu regarder. Mon bonhomme ici, vous vous attendez à ce qu'il ait quoi comme accélération? Qu'il aille par où? Vers le bas. Vers le bas. On est en train de descendre dans le puits. Alors là, j'ai changé de couleur parce que j'ai bien envie que vous compreniez que l'accélération, c'est tout ce qui est cinématique, c'est le mouvement. Et donc, c'est pas une force. Tu vois, j'ai la tension T, j'ai la force, le poids, mais l'accélération, c'est l'accélération. Ça va être la résultante des forces. Ma poulie, qu'est-ce qu'elle a comme accélération? Vers le bas aussi, non? Alors, ma poulie, elle peut pas, elle est fixée. Son accélération vaut 0. Par contre, est-ce qu'elle n'a pas un autre type d'accélération? Accélération centripète. Alors, centripète, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, si tu as une accélération centripète comme ça qui te tire vers le centre. Ouais, mais en fait, moi je voulais dire l'accélération elle va la faire tourner. C'est ça. En fait, elle a une accélération angulaire. Ah, angulaire, ok. Et donc, je vais avoir un lien de fait entre cette accélération A et l'accélération angulaire ici. C'est quoi ce lien? C'est la même chose. Comme ça? Euh... Ah, on peut dire ça, non? Alors ici, l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Par contre, l'accélération angulaire, c'est des radians par seconde au carré. Donc, on voit qu'ici, il me manque des mètres. L'accélération, c'est l'accélération angulaire fois le rayon. Vous pouvez voir ça, hein. En fait, ici, pour bien le montrer, l'accélération ici, c'est la même que l'accélération en dessous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même corde. En fait, c'est les liens entre translation et rotation. C'est ça. Ah, ok. Et en fait, ici, ça, c'est l'accélération tangentielle de la poulie. Et l'accélération tangentielle, c'est quoi? C'est alpha fois r. Donc, si j'avais envie, je pourrais dire que l'accélération dans mon système 2, c'est l'accélération dans mon système 2, c'est égal à l'accélération tangentielle dans le système 1, qui est égal à alpha fois r. Pour ce genre de formule, vous pouvez, c'est assez intuitif en fait. Plus le rayon est grand, plus mon accélération va être grande. Si vous regardez un objet qui tourne d'un certain angle, imaginons, voilà, on va le faire avec la vitesse parce que c'est plus simple à comprendre. Mais imaginons que je tourne de cet angle-là en 1 seconde. Ça veut dire que si je regarde à plusieurs endroits sur ma poulie,
vous voyez qu'en 1 seconde, quand je suis à l'extérieur, je fais une grande distance, donc j'ai une grande vitesse. Alors quand je suis à l'intérieur de la poulie, je fais une petite distance, donc j'ai une petite vitesse. Et donc tout ce qui va être vitesse en mètres par seconde, accélération en mètres par seconde carré, ça va toujours dépendre du rayon. Plus on se trouve loin, plus on va aller vite. Ça, a priori, vous devez plus ou moins connaître d'expérience. Si vous n'avez pas envie d'aller trop vite sur un manège, vous vous mettez au centre plutôt qu'à l'extérieur. Et donc, est-ce que ça va pour tout le monde, ce lien-ci? Le fait que ma poulie, elle tourne exactement de la même façon que la corde. Sauf que dans un cas, c'est une accélération angulaire, donc ça dépend du rayon. Et dans l'autre cas, c'est une accélération tangentielle, une accélération en mètres par seconde carré. Ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, mais on peut dire que c'est la corde qui entraîne enfin, l'accélération de la poulie. Oui, Parce c'est que ça. sans corde, on peut pas. Enfin, la poulie peut pas tourner. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est la corde qui fait tourner la poulie de la même façon. Et à l'inverse, si jamais on tirait le personnage vers le haut en rembobinant la poulie, alors ce serait la Ouais. poulie qui tire la corde. Voilà, Monsieur, alors ça pour... Oui, en fait, j'ai pas très bien compris la formule de l'accélération. celle-ci? Ouais, c'est celle qui est en bas aussi. Ouais, c'est la même. Ouais. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu quand on avait vu la cinématique de rotation. Tout ce qui est à l'extérieur, donc la vitesse, c'était égal à oméga r, et l'accélération, c'était égal à alpha r. Le lien entre tout ce qui est tangentiel et tout ce qui est donc, tu vois, la vitesse ici, la vitesse ici, la vitesse ici, ou l'accélération, hein, c'est exactement la même formule. Ça, c'est chaque fois des trucs en ligne droite, tu vois, c'est des vecteurs tout droits. C'est pas quelque chose qui tourne comme ça, qui tourne comme ça, par exemple, comme l'accélération angulaire ou l'accélération angulaire, c'est pareil. Mais il y a un lien entre les deux, entre la manière dont ça tourne et vraiment ta vitesse, et c'est le rayon. Pourquoi? Parce que plus tu es loin, c'est ce que j'avais pris ici comme exemple, tu vois que pour un certain angle, tu fais pas la même distance. Plus tu vas être loin du centre, donc plus tu vas avoir un grand rayon, plus tu vas faire une longue distance pour un même angle. Et c'est ça cette dépendance en R là. Plus ton rayon est grand, plus ton accélération va être grande pour la même accélération angulaire. C'est un peu plus clair ou c'est toujours bien flou? Ah, c'est bon, j'ai compris. Sûr? Oui, merci. Ok. Alors pour information, ça c'est ce qu'on appelle, mais c'est pas un nom à retenir. C'est juste pour que vous sachiez la condition de non-glissement. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ça arrive, il y a des cas où c'est comme ça. Par exemple, un cas très typique, c'est si vous imaginez un yo-yo. Donc un yo-yo, vous avez comme ça un axe ici. Oula, je ne sais pas dessiner moi. Vous voyez mon yo-yo, là vous avez un axe et ici autour il y a un fil qui va s'enrouler comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Eh ben, très souvent, la corde, elle est coincée là, avec un petit nœud, et puis comme ça, elle s'enroule parfaitement. Et donc là, vous avez une condition de non-glissement. Mais il y a pas mal de cas. Imaginons que ma poulie, je tire très fort dessus. Bah, votre corde, elle va aller plus vite que la poulie. Et donc, en même temps que de la dérouler, elle va glisser en même temps. C'est un peu comme, pour vous le faire comprendre autrement, une roue de vélo sur le sol. Si vous allez très doucement, votre roue, elle va parfaitement tourner en même temps. Mais si vous allez très vite, votre roue, elle va en même temps tourner et en même temps glisser sur le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop l'impression? Ok. Monsieur, là, vous expliquez quoi? Parce que là, je comprends plus. Vous dites, je suis perdu, là. J'essaie d'expliquer ici que une corde autour d'une poulie, il peut se passer plusieurs choses. Ma corde, elle peut soit entraîner parfaitement à la poulie. Ça veut dire que quand ma corde bouge d'un centimètre, ma poulie, elle tourne d'un certain angle qui correspond exactement à ce centimètre. Mais il y a des cas
par exemple, imaginons ici une poulie avec une corde qui vient de part et d'autre. Si je tire très fort ma corde ici, eh ben, ça peut arriver que ma corde, en plus d'entraîner la poulie, elle aille tellement vite que la poulie n'arrive pas à suivre et qu'on glisse le long de la poulie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Et donc, ici, dire qu'il y a un lien parfait entre la poulie qui tourne et ma corde qui descend, c'est ce qu'on appelle la condition de non-glissement. C'est-à-dire que ma corde ne glisse pas, il n'y a pas de frottement sur ma poulie si vous voulez, elle entraîne parfaitement la poulie tourne parfaitement avec la corde. Il y a une bonne adhérence. Il y a une bonne adhérence. Et en fait, voilà, justement, ça arrive dans deux cas. Soit quand il y a une très forte adhérence entre la corde et la poulie, soit quand en fait, entre guillemets, la corde, c'est la poulie. Et c'est ça que je prenais comme exemple avec le yo-yo. La poulie, bah ici, la poulie, c'est la corde qui est enroulée autour du yo-yo. Et donc, bah, c'est la corde qui se déroule, la poulie. Ici, c'est encore une fois le cas, c'est une corde qui se déroule. Et donc, il n'y a pas de glissement possible. Et donc, en fait, cette condition de non-glissement, cette condition de la corde qui entraîne parfaitement, bah, ça arrive très souvent. Parce qu'on a une corde bien rêche, qui ne glisse pas, une poulie qui se fait entraîner, ou alors simplement parce que la poulie, c'est la corde. Mais comme j'ai dit, ça c'est un détail. Nous, on travaillera toujours avec cette condition-là. Mais c'est pour vous faire rendre compte que dans la vie, c'est toujours un peu plus complexe, qu'il y a des petites corrections à apporter. Monsieur, j'ai une question. Oui. Quand vous avez mis les liens entre les I1, I2, le T égale à T, c'est par rapport à la corde, ça. Oui, c'est ça. Et j'ai aussi une autre question. Euh, En fait, les roulements de la poulie, elles sont négligeables. Genre, elles glissent parfaitement. Pour l'instant, oui. On verra un peu plus tard comment faire quand on considère que c'est pas négligeable. Mais Mais pour l'instant, alors, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de résistance, ni rien. ah ok, mais alors, on va dire l'homme, le cascadeur, il va tomber juste avec sa masse. Ou il y aura aussi avec la masse de la poulie, genre ça va l'aider à descendre encore plus vite. Ah bah justement, la poulie, ça va le ralentir. Ah, On va ok. voir ça. Mais ce que il y a moyen de le comprendre en énergie. Même si on verra ça plus tard, mais pour faire simple, bon, ça sera pour dans 2 semaines. Mais moi, je trouve que le plus simple à comprendre, c'est de se dire que l'énergie, ça doit être quelque chose qui est conservé. C'est-à-dire que si je dis, toi, tu as 10 d'énergie, tu dois toujours avoir 10 d'énergie. Ce qui va dépendre, c'est comment tu vas mettre tes points d'énergie. Au début, tu as de l'énergie de hauteur. C'est un type d'énergie, tu dis, je suis en haut. Quand tu seras au sol, tu vas perdre cette énergie de hauteur. Mais tu ne la perds pas vraiment, elle ne disparaît pas, tu dois la donner à des choses. Typiquement, si tu sautes juste dans le vide, si tu sautes comme ça, bah, tu donnes toute ton énergie de hauteur en énergie de vitesse. Et donc, tu descends très vite. Par contre, ici, tu as la poulie en plus. Et donc, ton énergie de hauteur, elle va partir dans ton énergie de vitesse à toi, mais elle va aussi partir en énergie de rotation. Tu vois, il faut de l'énergie pour bloquer quelque chose qui tourne. Donc, Ouais. pour mettre ta poulie en rotation, tu lui donnes de l'énergie. Et donc, tu vas avoir moins d'énergie pour descendre. Tu vas descendre moins vite. Parce que ton énergie, elle va être séparée entre je fais tourner la poulie et je descends moi. Ah, ok. Voilà, je le fais avec l'énergie parce que c'est beaucoup plus simple de le comprendre comme ça. Maintenant, on va le faire là en dynamique pour le voir. Mais l'énergie, ça permet souvent de comprendre intuitivement pourquoi c'est logique que si tu fais tourner quelque chose en plus, tu descendes moins vite. Parce que tu as perdu de l'énergie à faire tourner ce truc en plus. Ah, ok, ok. Ok. Maintenant qu'on a écrit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait mes forces. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? On fait selon Y et selon X. Là, on fait des équations. Oui. Et du coup, si on veut faire selon Y et selon X, il me faut un système d'axes. Je vais mettre celui-là. Hop. Et donc c'est parti. Alors il reste plus beaucoup de temps, donc je vais vite le faire pour vous. Selon Y pour la poulie, C'est moins PM plus N est égal à 0, non?
Alors, il manque une force ici. Moins T. Moins T. Est égal à 0. 0, Ok. oui. Pourquoi? Parce que ça ne bouge pas selon Y. Voilà, ça c'est super bien que vous l'ayez vu. Selon Y, on ne bouge pas, on est en statique. C'est pas parce qu'ici on est dans le chapitre dynamique que tout va bouger. Ici, typiquement, ma poulie, selon Y, elle ne bouge pas. Par contre, selon, et alors là, on va regarder les moments de force. Donc là, pas oublier, les moments de force, il faut dire, ça c'est mon sens de rotation positif, j'aurais pu prendre l'autre, hein. Et donc, c'est quoi les moments de force qui agissent sur ma poulie? Quand on fait des moments de force, il faut toujours se donner ça par rapport à un axe. Et donc ici, ça va être par rapport à l'axe de rotation de ma poulie. Alors typiquement, c'est tellement classique que ce soit par rapport à l'axe de rotation qu'on n'est pas obligé de le mettre, hein. Et donc c'est quoi la somme des moments de force ici? C'est le rayon. Parce que les autres, c'est 0 et du coup, il reste que le rayon, quoi. C'est le 1 mètre. C'est juste ça, R, comme ça? Non, parce que en vrai, il faut faire avec enfin, comment on appelle ça, le bras de levier. Ouais, Non? c'est ça. Et du Donc coup, le NLP, c'est 0 et. Enfin, mais je c'est sais pas. ça. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Donc si je me mets d'ici, le bras de levier de PM, si on prolonge et qu'on a la distance par rapport au centre, c'est 0. Pareil pour N. Et par contre, ici T, si je prolonge et que je cherche la distance, mon bras de levier, c'est R. Et rappelez-vous, le moment de force, c'est le bras de levier fois la force. Et donc ici, ça va être R fois T. Attention, par contre, ici, ça fait tourner, cette force T, ça fait tourner dans ce sens-là. Et ça, c'est le sens positif ou négatif par rapport au sens que j'ai choisi? Négatif. 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 Et ça va être égal à quoi? C'est cette formule-là. On est en dynamique. Au lieu d'avoir F égale ma, ça c'était pour les translations, F égale ma, moi j'ai la somme des moments est égale à I alpha. Donc ce sera égal à I fois alpha. Mais là, il faut faire attention encore une fois. Alpha, je l'ai dessiné là, il va dans quel sens? Négatif aussi. Négatif. Négatif aussi. Et donc ça, c'est vraiment très important de bien avoir mis les sens. C'est pour ça que moi, je les dessine toujours sur les schémas pour bien se rendre compte dans quel sens on va. Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut choisir de changer le sens de rotation de Oui. mon selon? On peut choisir ça. Tu peux choisir tant que tu es cohérent partout. D'accord. Tu vois, en fait, tu dois arriver à la fin à une formule. Tu vois ici, si je simplifie les moins, ça donne RT égale I alpha. Et donc, tu dois toujours tomber sur cette formule. Si j'avais choisi un autre sens de rotation, j'aurais tout de suite eu RT égale I alpha. Mais ce qu'il faut tout éviter, c'est d'avoir un moins que d'un seul des deux côtés, par exemple. D'accord. Monsieur, quand vous écrivez RT, c'est la distance entre R et T. C'est ça. Alors R, c'est le rayon de la poulie. Et le T? C'est la tension de la corde T ici, c'est la force T. C'est quoi le I, monsieur? J'ai pas trop compris. J'ai une poulie, Le T, c'est la tension, frère. il y a un rayon là, et là j'ai la tension de la corde, c'est une force. Et donc le bras de levier ici, enfin le moment c'est le bras de levier fois la force. Mon bras de levier, il a une longueur R de 1 mètre, et la force en question, c'est la tension de la corde. Ah oui. En fait, ouais, j'ai oublié qu'il y avait le fois la force. Ok. Merci, monsieur. Ouais, oubliez Ouais. pas, hein, le cours, il se base sur ce qu'on a fait avant. Ouais. Et il y avait une autre question que j'ai oubliée, désolé. Ah, vous avez noté I. Oui, alors I, c'est le moment d'inertie de la poulie. Ça dit, tu vois ici, tes forces, elles donnent une accélération, mais ça va dépendre de la masse. Plus tu es lourd, plus ça va donner une petite accélération. Bah, l'inertie, c'est la même chose que la masse, mais c'est par rapport aux rotations. Plus tu as une grande inertie, plus tu es dur à faire tourner. Pour une poulie,
l'inertie, c'est la masse de la poulie fois le rayon carré de la poulie divisé par 2. Ça, on va l'employer beaucoup, donc ce serait bien que vous la connaissiez, mais à l'examen, dans tous les cas, on vous le donnera dans l'énoncé. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas des formules à connaître. Je ne trouve pas que c'est intéressant pour vous la connaître, on vous la donnera. Mais pour les exercices, comme on va très souvent regarder des poulies, c'est chouette si vous vous souvenez que c'est mr carré sur 2, comme ça va un peu plus vite et comme ça vous n'êtes pas perdu chaque fois que j'écris mr carré sur 2. Mais on vous la donne à l'examen en tout cas, ça c'est sûr. Ok, je sais qu'il est 10h30, j'ai juste envie de terminer, mais il reste plus grand chose. Ça va pas être très long. Il reste le cascadeur. Et le cascadeur, on a seulement des choses selon Y. Et donc, est-ce que vous pourriez juste m'écrire ça et puis on arrête là? C'est T est égal à PM. Ouais, alors je vais l'écrire comme on le fait habituellement, mais tu as tout à fait raison, hein. Enfin non, tu as tout à fait tort en fait, pardon. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le. Ouais, Ah, parce qu'il va exactement. descendre. Donc ici, on est en dynamique, hein. Ouais, M fois 1. Et donc, on ne peut pas écrire tout de suite que T est égal à PM. Et c'est pour ça que je vous ai toujours habitué à écrire la somme des forces égale 0, et pas à dire T égale PM, mais T moins PM égale 0. Parce qu'ici, justement, c'est pas égal à 0. C'est égal à la masse fois l'accélération. Et mon accélération, elle va dans quel sens? Négatif. Voilà. Voilà. Et ici, on a écrit ces équations-là. Alors, le cours s'arrête ici. Je ne vais pas vous demander de terminer cet exercice. Pourquoi? Parce que on va vous donner d'autres travaux à faire pour la semaine prochaine, avec une cotation permanente, des vidéos, etc. Donc, on va la fois prochaine. La seule chose que je vous demande, pour gagner un peu de temps, c'est de relire ça. Ce sera mis en ligne dans la vidéo, de relire ce slide-ci pour que la fois prochaine on puisse commencer et je puisse vous dire, comme aujourd'hui pour le cascadeur, voici les équations qu'on avait trouvées, maintenant on continue et que vous ne soyez pas complètement perdu. Ça va? Ok, ok. Donc n'oubliez pas, dans les choses importantes à faire, la cotation permanente, vous avez jusque demain pour la faire, ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui normalement. Donc ça c'est le plus important pour vous. Faites ça vraiment ce soir si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter. La deuxième chose, quand ça arrivera, genre mercredi, préparez pour la semaine prochaine. Et puis juste avant le cours, si vous saviez regarder un peu ce slide-là pour qu'on aille plus vite, ce serait cool. Voilà, c'est les 3 choses que je vous demande. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Non, pour l'instant, c'est clair, monsieur.